C'est parti. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, au retour de ces congés de Pâques, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Étienne Dufour pour le 32e déjeuner jeunes chercheurs du LABEX Futur Urbain. Donc, c'est un déjeuner qui est proposé par le groupe Métabolisme Urbain et Économie Circulaire que co-anime Fabien Esculier qui va faire juste après moi l'introduction et puis Corinne Blancard. Donc le sujet d'aujourd'hui proposé par Étienne, porte sur les ruptures métaboliques et la fin du recyclage. C'est des travaux qu'il conduit à l'Université de Paris 1, mais il connaît bien Paris-Est pour y avoir fait une partie de ses études. Donc on va entendre parler aujourd'hui de ruptures métaboliques, de politique biogéochimique, de recyclage, donc des thématiques qui sont relativement maintenant familières, notamment des études environnementales et pour ce qui me concerne, puisque je suis historien de l'histoire environnementale, et bien sûr, on fait référence ici aux travaux de Sabine Barle, mais du point de vue des historiens, des travaux qui en fait sont plus développés pour le 19e siècle que pour la période sur laquelle Étienne travaille, à savoir le second 20e siècle. Et donc, moi, je suis particulièrement ravi, alors comme responsable scientifique du LABEX, mais aussi en fait comme historien, d'entendre son point de vue et ses travaux sur une période qui est quand même moins explorée, au point qu'en fait, dans les travaux de référence des historiens, ça constitue quand même un angle mort, qu'on soit sur un livre comme L'événement Anthropocène de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, ou un livre comme La contamination du monde de Thomas Leroux et François Jarige, où on voit bien en fait que ces questions de recyclage, en fait, on a tendance sur le XXe siècle à moins les aborder. Et donc, je pense que les travaux d'Étienne, de ce point de vue-là, vont être tout à fait passionnants à écouter. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Fabien pour qu'il présente la séance d'aujourd'hui et Étienne en particulier. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Fabien Esculier, chercheur au laboratoire LESU à l'École des Ponts Paris Tech, où je coordonne le programme de recherche-action OCAPI, qui s'intéresse au système alimentation-excrétion et plus particulièrement aux gestions des urines et matières fécales par retour au sol. Et comme le disait Loïc, je suis coordinateur avec Corinne Blancard du groupe de travail au sein du LABEX Futur Urbain, Métabolisme urbain, économie sobre et circulaire. Alors, c'est un groupe de travail au sein duquel nous avons beaucoup de choses qui portent, on va dire, sur des flux de matière. Les calculs de flux, c'est une méthodologie assez classique. Des travaux aussi autour des questions économiques qui s'y posent. Et la communication d'Étienne aujourd'hui, elle porte sur un élément qui nous semble absolument essentiel, qui est de comprendre les déterminants de ce qui conduit à l'existence de ces flux. Étienne Dufour, on se connaît depuis longtemps, a produit un travail remarquable ces dernières années sur ces questions des déterminants politiques à la gestion des flux, et en particulier des flux de matière organique sur le territoire de l'agglomération parisienne depuis environ, on va dire, années 30, années 40, jusqu'à 1990, période, comme vient de le dire Loïc, qui a été relativement peu explorée jusqu'à présent et qui permet de mieux mettre en lumière finalement la fin de ces périodes de circularité et l'entrée dans la grande linéarité de l'économie fossile actuelle. Étienne va soutenir sa thèse le 21 mai à 14 heures. Je ne me trompe pas, Étienne, c'est de mémoire. C'est tout bon. Le 21 mai à 14 heures, donc je lance tout de suite une invitation parce qu'on va avoir uniquement un apéritif tout à l'heure de la part d'Étienne. Mais c'est le 21 mai à 14 heures que tout le monde pourra écouter le remarquable travail qu'a produit Étienne. Et tout de suite, je te laisse la parole, Étienne, pour nous présenter une partie de ce travail que tu as fait et qui va bientôt donc être soutenu dans un mois. Ouais. À toi, Étienne. Merci beaucoup à tous les deux, Fabien et Loïc, pour cette intro qui dit déjà pas mal de choses, hein. Sur lesquelles je vais revenir, mais voilà. Alors, je vous lance le partage d'écran. C'est bon? C'est bon, oui. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet, en vous présentant, non pas tout à fait le vif du sujet, mais juste un rappel encore, enfin, je redis qui je suis, ça a déjà été dit, mais donc là, j'ai rendu ma thèse, que je soutiens donc dans un mois,
Et donc là, je vais vous présenter, je vais pas vous faire une pré-soutenance, mais vous présenter, enfin, vous donner un aperçu des résultats de ma thèse. Et alors d'abord, vous dire que j'ai fait ma thèse à partir de 2019, donc ça a duré 5 ans, avec un contrat avec la ville de Paris d'abord, un contrat CIFRE qui m'a et le laboratoire géographicité. C'était une thèse, donc c'est une thèse d'histoire, non, d'aménagement et de géographie à la base, mais étant donné que l'approche historique a été très très importante, c'est devenu une thèse d'histoire des techniques et de l'environnement en pratique, mais voilà. J'ai fait un parcours assez pluridisciplinaire de la licence au master, et donc ce qui m'amène aussi à être intéressé, ou ce qui m'a amené à traiter ce sujet en histoire de l'environnement, mais avec une grande intégration entre les disciplines et aussi un dialogue entre sciences dures et sciences humaines et sociales. Et donc, comme l'a dit Fabien, j'ai travaillé en partie avec son programme de recherche, hein, qui est le programme OCAPI, qui voilà, s'intéresse au flux d'azote et de phosphore dans les agglomérations et dans les territoires. Et puis le PIRENSEN, qui est un programme aussi interdisciplinaire, qui s'intéresse à l'environnement du bassin de la Seine. Voilà. Alors, je vais voilà, en une slide ou deux vous présenter, enfin voilà, en 5 minutes, j'ai essayé de vous présenter le sujet et ensuite vous donner un aperçu des résultats. Alors, le sujet, le point de départ de ma thèse quand je l'ai démarré, c'était d'étudier donc l'ouverture des cycles biogéochimiques. Donc, par cela, on entend donc les cycles des grands éléments on dit biogènes, donc à l'origine de la vie ou qui soutiennent la vie. Donc le carbone, celui-là, je ne l'étudie pas trop puisque c'est le changement climatique et tout ça, mais surtout c'est l'azote, le phosphore, qui sont des cycles de nutriments ou d'éléments qui sont très perturbés au niveau mondial et à toutes les échelles, donc par exemple à l'échelle du bassin de la Seine, et ça a des conséquences écologiques et sanitaires importantes. Alors attendez, mince, il y a quelque chose qui a sauté, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer un diagramme que certains peut-être connaissent, ce qui est celui des limites planétaires. Donc les 9 limites planétaires qui ont été au cours des années, à la fin des années 2000, identifiées par des groupes de scientifiques voilà, en sciences expérimentales surtout et sciences du climat et de l'environnement mondial, qui montrent que il y a voilà, ont étudié des critères importants pour la soutenabilité de la vie sur Terre et qui montraient que ben voilà, où on en était de la perturbation de ces éléments-là. Et notamment, à la fin des années 2000, des critères qui a été identifié très tôt comme étant très largement perturbé, c'est celui des cycles de l'azote et du phosphore. Et la chose s'est pas rangée depuis. Et voilà. Et c'est à l'inverse du changement climatique, quelque chose qui enfin, sur lequel l'attention médiatique ou l'intérêt euh, global au niveau social et tout ça est un peu moins, et beaucoup moins pris en considération. Voilà. Alors que visiblement, il y a un enjeu qui est assez important là. Et alors, cette ouverture, elle est causée par deux choses. Alors, je bah, j'ai pas mis mon PowerPoint n'est pas complet, donc c'est pas grave. Mais enfin, elle est causée principalement par la manière dont fonctionne le système alimentaire ou agroalimentaire des sociétés actuelles, industrielles. C'est-à-dire que on repose les villes, notamment, reposent sur une alimentation qui repose essentiellement sur des engrais industriels, on parle d'engrais chimiques ou de synthèse. Et donc ça, c'est les engrais azotés. Et puis une autre partie des engrais qui sont issus de mines fossiles, donc le phosphore, le potassium, c'est ça notamment. Et du fait de ce repos sur ces engrais miniers ou fossiles et de synthèse, bon, pardon, je me perds dans ce que je raconte, mais donc, enfin voilà, il y a cette agriculture. D'un côté, on ouvre les cycles par l'entrée par le monde agricole, avec une exploitation de ressources fossiles et voilà, et de synthèse, de chimie.
Et donc, toute cette alimentation, donc tous ces nutriments se retrouvent ensuite en ville. Et en ville, ce que l'on fait, c'est que une fois que l'on a consommé les aliments, on les rejette dans les rivières pour ce qui est excrété par les humains et par les villes, donc les excréments humains. Et pour ce qui est les déchets solides, donc ce qui constitue les biodéchets ou qui allaient avant dans les ordures ménagères, eh ben, une grande partie de ces déchets sont aujourd'hui incinérés ou envoyés en décharge, et donc ils ne font pas retour au sol d'où ils étaient issus. Et donc, ce faisant, on a une ouverture importante donc, des cycles biogéochimiques. Bon, pardon pour cette explication un peu longue, mais c'était nécessaire. Et donc, le but initial de la recherche, c'était de comprendre, dans le contexte particulier de l'agglomération parisienne, comment l'ouverture des cycles biogéochimiques, ou de ce que l'on appelle aujourd'hui la rupture métabolique, s'est mise en place. D'où cette ouverture des cycles vient-elle et comment ont été mises en place et institutionnalisées, donc comment se sont répandues et devenues très largement dominantes, les techniques industrielles et le système politico-socio-économique qui va avec. Et l'idée, c'était de partir à la recherche des causes structurelles profondes de cette situation. Alors, si je traduis de manière problématisée ça, c'était comment on en est arrivé à traiter presque toutes les matières organiques résiduelles de l'activité urbaine, de l'agglomération parisienne, en déchets que l'on destine à la destruction ou à la dispersion via des usines d'incinération pour les matières solides ou bien en station d'épuration pour les matières liquides, en station d'épuration et dans les rivières, plutôt que à leur recyclage et à leur valorisation sous forme d'engrais, comme ça a pu l'être très longtemps dans l'histoire. Et en fait, le corollaire qui est devenu ma thèse, ça a été de décrire et de comprendre comment ont disparu les autres techniques de gestion des matières organiques urbaines, à savoir l'utilisation agricole des ordures ménagères, brutes ou fermentées sous forme de compost, l'utilisation agricole des matières de vidange brutes et ou transformées, donc sous la forme de poudrette ou de compost, et l'épandage agricole des eaux usées. Alors, je précise que les matières de vidange, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus trop, mais c'est ce qui a constitué la voie d'évacuation des excréments humains, pipi, caca, pendant longtemps, avant que dans les grandes villes notamment, avant que les systèmes d'égout se mettent en place et donc que soit créée une autre matière que sont les eaux usées. Et donc que ce soit les ordures ménagères, les matières de vidange ou les eaux usées, au moment de la révolution industrielle, au 19e siècle, ces matières ont encore très largement été servaient beaucoup d'engrais. Et c'est le XXe siècle qui a vu ces techniques de recyclage disparaître. Et donc, c'est ça que j'ai cherché à étudier. C'est ça que j'ai cherché à étudier parce que ce qui a notamment été déjà écrit ou étudié au cours du XXe siècle, c'est la croissance des systèmes plus hauts de destruction que j'ai évoqués, la croissance du réseau de tout à l'égout, la croissance l'apparition, l'invention des stations d'épuration, ou bien des systèmes d'incinération des déchets. Donc ça a été plutôt raconté, mais on n'a pas raconté tout ce qui vient, tout ce qui préexistait et qui a disparu de manière plus ou moins invisible dans l'histoire telle qu'elle a été racontée. Donc, au niveau des ancrages et de la méthodologie, donc j'ai beaucoup travaillé à partir de l'histoire environnementale et des techniques. Donc voilà, une des idées qui a été décidée au début de la thèse, ça a été de rechercher justement les routes qui n'ont pas été empruntées par la trajectoire technologique. Donc j'ai essayé de faire une histoire des techniques en usage qui disparaissent, une histoire du continent technologique qui persiste en deçà des innovations techniques. Donc ça, bon, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent en histoire des techniques, mais de ne pas se centrer sur les innovations technologiques, donc qui sont souvent très largement mises en avant par les promoteurs de ces technologies. Et puis, l'histoire, jusqu'aux années 80, bon, là, c'est réducteur de dire ça, mais a longtemps été focalisée sur les inventions et non pas sur les techniques qui étaient en usage ou tous les échecs techniques aussi enfin, qui existent ou qui ont pu exister. Bon, voilà. Euh, Ensuite, l'objectif est aussi de repolitiser justement cette trajectoire technologique, de montrer que le fait que l'on
soit aller dans une direction plutôt qu'un autre, ça résulte de choix et de conflits politiques autour d'orientation du développement technique et technologique. Ça, c'est une illustration c'est une publicité pour une entreprise dans les années 60-70 qui était importante dans le domaine de l'assainissement. C'était aussi une société d'armement voilà, à la base, mais qui s'est recyclée pour le coup au cours des Trente Glorieuses dans la, enfin, dans la production de, de grandes infrastructures d'assainissement, donc d'incinérateurs ou aussi d'usines de compostage ou bien de réseaux d'égouts. Et dans leur publicité que l'on peut trouver dans des revues techniques, bah voilà, ils montrent des technocrates ou des ingénieurs qui décident d'aménager un quartier et puis avec ce titre «L'heure du choix est venue», donc qui montre bien que derrière l'orientation d'un système technologique urbain, il y a des choix qui sont faits. Et puis aussi, il y avait une ambition de montrer une histoire des possibles, c'est-à-dire de montrer que ben, dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres possibles qui auraient pu avoir lieu, qui peuvent toujours avoir lieu, et que l'histoire, ben voilà, elle est plus ouverte que celle qui s'est réalisée. Et le but, voilà, est d'éclairer le présent et ses difficultés et par exemple les difficultés d'imaginer et d'organiser, et de réaliser aujourd'hui la récupération et la valorisation agricole des excréta humains en ville et à la campagne dans les années, 2000, au XXIe siècle et plus encore, aujourd'hui. Et puis de mettre en œuvre une récupération des biodéchets urbains en vue de leur utilisation agricole à grande échelle. Et puis donc, j'ai mobilisé une historiographie multiple, à travers l'histoire de l'assainissement, donc avec, un livre important de ma directrice de thèse qui est «L'invention des déchets urbains», mais qui a surtout travaillé le 19e siècle comme, l'a dit Loïc tout à l'heure, et un peu moins le 20e siècle. L'histoire urbaine et celle des réseaux techniques, l'histoire de l'agriculture et de l'alimentation, l'histoire de l'énergie et l'histoire du Grand Paris et de son agglomération. Donc là, je fais la promotion de ce programme de recherche «Inventer le Grand Paris», voilà. Et puis, qui puise aussi dans des travaux d'ordre plus philosophique et d'histoire et de sociologie critique de l'urbanisme, de la technique et de la technologie. Voilà, donc ça, c'est quelques éléments bibliographiques. Je passe vite dessus parce que je suis déjà long. Et ce que je voulais vous présenter à partir de maintenant, donc j'ai eu 3 objets de recherche, enfin 3, comme je les ai déjà évoqués tout à l'heure, heu, qui sont donc la fin du recyclage, des ordures ménagères d'une part, sous forme agricole, les matières de vidange et les eaux usées. Donc il faut savoir que, voilà, au tournant du XXe siècle, à la fin du XIXe, à la fin des années 1900 et au début du XXe siècle, une grande quantité, une grande partie, dans le centre de l'agglomération parisienne, comme dans la périphérie rurale, de ces matières étaient utilisées encore sous forme d'engrais. À l'époque, les engrais chimiques, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui produisent beaucoup l'ouverture des cycles biochimiques, ont tout juste été inventés. Certains ne le sont pas encore, et donc ils sont en matière agricole, ils sont pas forcément très, déployés. Ils vont beaucoup, leur consommation va exploser après la Seconde Guerre mondiale. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, ça reste encore, quelque chose de limité. Et donc, pour, entretenir, la vie du sol et la reproduire, on doit encore reposer sur, les engrais, organiques, naturels, et urbains. Et donc, voilà, moi ce que j'ai étudié, c'est cette, donc raréfaction de, l'usage agricole de ces matières. Et donc là, je vais vous présenter, bah, les 3 matières, et ce qui s'est passé, au cours du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres un peu et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Puisque dans les 3 cas, surtout dans le premier là que je vais, déployer, la Seconde Guerre mondiale a été les 2 guerres mondiales et surtout la deuxième, enfin la deuxième aussi, enfin voilà, c'est surtout celle que j'ai étudiée, ont constitué des moments assez importants dans l'orientation de la trajectoire. Alors, quand je parle de recyclage agricole des ordures ménagères au XXe siècle, au 1900 jusqu'aux années 70,
C'est pour le cœur de l'agglomération parisienne, ce système-là qui repose sur des usines. Donc ça, c'est la première illustration. C'est les sites qui sont aujourd'hui ceux que l'on connaît pour le traitement des ordures ménagères toujours actuelles, au XXIe siècle. Il y a 4 usines à Paris. C'est l'usine d'Ivry, donc enfin, pas à Paris même, mais juste à sa périphérie. Une usine à Ivry, une usine à Issy-les-Moulineaux, une usine à Romainville et une usine à Saint-Ouen. Et donc, ces 4 installations-là, au début du XXe siècle, ce sont des usines qui préparent ce qu'on appelle un poudreau. En fait, elles broient les ordures ménagères. Voilà, il n'y a pas de fermentation qui est faite, mais par contre, on, on les transforme de manière assez sommaire. On les charge sur des wagons, sur des trains ou bien sur des péniches, et on expédie ça à la campagne dans un rayon assez limité, mais je vais vous montrer des cartes tout à l'heure. Et donc, une grande partie de ces matières-là, des ordures ménagères, sont recyclées via ce procédé-là. Donc, encore jusque dans les années 50, 60 et 70 pour la dernière usine qui fait ça. Alors, pendant longtemps, ça a été des usines qui faisaient de l'incinération et ce recyclage agricole. Et voilà. Euh, Bon, ce que je voulais évoquer, c'était ce moment. Alors, l'incinération de ces déchets croît dans l'entre-deux-guerres. Donc, ce sont des usines, voilà, j'ai dit bifaces, mais l'incinération tend à se développer beaucoup au cours des années 30. Et puis, il y a un moment de rupture qui est la Seconde Guerre mondiale. Bon, alors du fait de changement de la nature des ordures à ce moment-là, du fait surtout de la raréfaction extrême des engrais chimiques qui sont à cette époque-là, qui disparaissent quasiment, du fait d'états de perturbation, eh ben, il va y avoir un regain très important du recyclage agricole des ordures ménagères pour permettre la production alimentaire au niveau local. Et donc là, la Seconde Guerre mondiale va avoir va être un important moment pour redynamiser les pratiques de recyclage euh, via ces usines, mais via aussi des manières plus autonomes ou à plus petites échelles dans les villes secondaires de la région parisienne et dans les campagnes. Et donc, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, ça, c'est des cartes qui montrent les usages des ordures parisiennes, hein. Donc là, on n'est pas pour les ordures de la banlieue, ou enfin, vraiment de la très proche banlieue, qui sont utilisées donc, dans les champs. Il y a toutes les zones de consommation. Euh, voilà. Dans les années donc, 40 et 60. Donc, on utilise ça dans le vignoble pour de la grande culture de betteraves ou de pommes de terre, et puis pour du maraîchage dans la proche banlieue parisienne. Alors, ça repose, je l'ai dit, sur une organisation logistique qui est plutôt très performante et poussée. J'ai évoqué donc les wagons tout à l'heure. Ça, c'est la gare de Versailles-Matelot, puisque ce système-là que j'ai évoqué pour Paris et sa proche banlieue, il est aussi en œuvre dans les grandes villes secondaires de la région. Et donc, par exemple, à Versailles, donc on a enfin, il y a là, par exemple, ce que vous voyez, c'est une photo d'un autotombereau, donc en fait un camion poubelle de l'époque, des années 30 plutôt, et qui vient voilà, dépoter les ordures qu'il a recueillies auprès d'un wagon qui va ensuite tirer ces ordures à la campagne. Et puis, l'organisation logistique, elle repose aussi sur une tarification, donc un système économique particulier qui favorise ce recyclage-là et ce transport-là. Donc là, c'est une grille de barème de tarifs de la SNCF qui, enfin, voilà, je ne vais pas détailler tout, mais il y a des prix spécifiques qui sont accordés à l'expédition par rail des gadous. Les gadous, c'est le nom, l'ancien nom qu'on donnait pour les ordures ménagères. Et ces prix sont très avantageux. Et en plus de ça, il y a pour la région parisienne des tarifs qui sont abaissés. Plus les expéditeurs, donc que ce soit l'organisme public qui gère ça pour Paris ou bien les entrepreneurs privés,
plus ils expédient une fraction de tonnage importante, plus ils ont des ristournes importantes dans le prix de l'évacuation. Et voilà, ça aide à ce recyclage-là. Et donc ça, c'est des tarifications qui vont disparaître à partir des années 60-70 et donc moins permettre cette intégration et cette expédition, enfin cette intégration des transports et de la question du recyclage agricole des ordures. Et voilà. Enfin, voilà pour ce point-là. Il y a aussi une importante promotion qui est faite auprès de l'agriculture, auprès des agriculteurs pour utiliser ces engrais organiques. Là, je quelques illustrations de ça. Alors, et un grand, pour finir là-dessus, sur les ordures, mais pour finir, pas tout à fait, cette évacuation-là qui a donc perduré longtemps, elle n'était pas sans causer des problèmes, notamment des problèmes sanitaires de temps en temps, ou bah voilà, via les décharges qui se développent aussi dans les années 50, et puis par temps chaud en été, où bah voilà, il y avait le fait que les ordures n'étaient pas forcément fermentées. Elle fermentait une fois sur les lieux de dépôt ou justement dans les wagons. Et donc, ça pouvait causer des désagréments d'odeur ou de justement prolifération parfois de mouches et de rats dans certains endroits. Et donc, ça posait problème. Et donc, pour résoudre ces problèmes et permettre une meilleure efficacité de ce système de recyclage-là, dans les années 50 et 60, il va y avoir beaucoup de travaux d'ingénierie scientifique et tout ça qui vont développer des procédés modernes de compostage pour accélérer ce compostage-là, le faire sous forme de plus hygiénique maximale et éviter bah, des désagréments type les odeurs et la prolifération de nuisibles dans les champs. Voilà. Et c'est un mouvement européen, voire mondial, qui va, en région parisienne, être assez important. Bon, on a des brevets qui sont développés par des ingénieurs locaux. Et puis, surtout au moment de la planification de la région parisienne telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les années 60, eh ben, il va y avoir une proposition de développer beaucoup d'usines de compostage, non pas pour le cœur de l'agglomération, mais pour toute la banlieue, les zones plus ou moins périphériques de l'agglomération. Donc ça, c'est un premier schéma qui est proposé à la fin des années 50 pour le département de la Seine. Donc on a les 4 usines qui existent dont je vous ai parlé, qui elles qu'on en destine à devenir des usines 100% d'incinération comme elles sont devenues. Mais par contre, on prévoit une seconde couronne d'usines qui sont des usines de compostage. Pour le département de la Seine-et-Oise, qui n'existe plus, mais qui correspond au département actuel du Val d'Oise, des Yvelines et tout ça, il y a aussi un plan qui est fait par les ingénieurs de ce département et qui propose aussi de développer des usines de fermentation. Donc, c'est la plupart des zones en bleu que vous voyez. Voilà. Et puis pour le département de la Seine-et-Marne, là, il y a aussi un grand plan qui est fait en 1960 et qui propose, encore une fois, de construire 9 usines de compostage pour tous les grands centres urbains du département. Et ces plans-là vont se traduire à l'échelle régionale à partir de 1964 par un plan qui est organisé par le district de la région parisienne. Donc le district de la région parisienne, c'est ce qui précède au niveau administratif la région actuelle Île-de-France. Et on va mettre, enfin voilà, les ingénieurs et les groupes oui, voilà, qui travaillent pour cet organisme-là vont reprendre ces plans départementaux que je vous ai évoqués et proposer voilà, une vingtaine d'usines de compostage à l'échelle de la région. Bon, il va y avoir beaucoup d'argent qui va être mis là-dedans pour réaliser ce programme-là. Et ben, il y a une large partie de ces 20 usines de compostage qui va être construite à partir de la fin des années 60 et du début des années 70. Donc là, par exemple, c'est une usine à Champagne-sur-Oise, une des dernières qui existe et qui existe toujours aujourd'hui. Voilà, la dernière photo, là, ces instruments de production accélérée de compost qui sont toujours en place en 2023. C'est une voilà.
Puis il y a donc d'autres plans, d'autres usines qui sont construites. Là, celle qui est un peu originale avec ces tours-là, des tours de fermentation, c'est celle qui a été située à Versailles et qui était la plus importante. Enfin, pas à Versailles, mais c'était l'usine versaillaise qui était située sur le plateau de Saclay et qui était une des plus importantes de toutes celles qui a été construite. Voilà, donc là j'ai trouvé des photos aériennes de toutes ces usines-là. Et ce que je voulais raconter pour finir sur ce point, et que je ne vais pas déployer plus, c'est j'ai étudié dans la thèse comment, à partir des années 70, ces usines ont toutes disparu très vite. En fait, elles ont eu une existence pour la plupart qui a été très courte, parce qu'il y a un second choc qui n'est pas celui de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est celui du choc pétrolier et de la crise économique qui en découle à partir des années 70. Et là, enfin, il y a beaucoup de choses, de facteurs qui vont rendre ces usines très rapidement obsolètes. D'une part, il y a une transformation, je cite les événements, mais je fais rapidement. Il y a une transformation des ordures qui n'avait pas été prévue au début des années 60, qui est celle de leur transformation qualitative avec la prolifération énorme des emballages. Bon, les boîtes de conserve, ça existait déjà, mais il y en a de plus en plus. Le papier carton, il y en avait déjà, mais il y en a de plus en plus. Ça, c'est des choses fermentescibles, mais qui, dans des grandes quantités, peuvent nuire à la production de compost. Et puis surtout, il y a le plastique qui apparaît et qui croît de manière exponentielle et qui, lui, va très fortement perturber les procédés de compostage. Et surtout, avec le choc pétrolier, il va y avoir une promotion, enfin, ça va donner un regain très important, alors que la Seconde Guerre mondiale avait beaucoup dévalorisé l'incinération. Et ben là, 30 ans après, le choc pétrolier va mettre en avant énormément la récupération d'énergie, ce qu'on va appeler la récupération d'énergie, et le recyclage énergétique. Et c'est vers là que, à partir de ces années, les pouvoirs publics, alliés avec des grandes entreprises et les producteurs de plastique aussi, vont soutenir cette voie plutôt de l'incinération avec la production d'énergie derrière. Je pourrais rentrer ça, enfin, je pourrais rentrer plus en détail là-dessus. J'ai beaucoup développé ça dans la thèse et c'est quelque chose de particulièrement important. Et notamment, là, ça, c'est une. J'ai trouvé comment notamment les producteurs de plastique ont influencé, ou ont saisi, ils étaient déjà très critiqués dès les années 60 hein, pour les méfaits de leur industrie. Mais eux vont saisir, enfin, vont inventer l'idée de recyclage énergétique. Donc là, j'ai trouvé les rapports et puis les prospectus et les éléments de langage qu'ils vont mettre en place à cette époque-là pour sous-entendre le fait que incinérer des déchets plastiques, c'est une manière de recycler le plastique et que c'est super parce que ça permet de réintégrer le carbone dans le cycle naturel, tout ça. Et voilà. Donc là, un exemple que j'ai mis, hein, ils savent qu'ils font quelque chose qui est assez pervers ou qui dévoile le langage, mais ils vont parler de recyclage enfin, vont nommer l'incinération des ordures et des déchets plastiques recyclage. Le mot cycle, bien que consacré par l'usage, est évidemment mal choisi puisqu'il suppose un circuit fermé, comme c'est le cas par exemple, du moins en première approximation pour les cycles naturels. Ceux-ci peuvent être opposés aux cycles industriels qui sont dits ouverts. Le terme de recyclage, par contre, est étymologiquement valable au sujet donc de l'incinération des déchets. Voilà. Et donc, en 20 ans, globalement, là, c'est l'usine de Lagny-sur-Marne, donc celle qui traite les déchets aujourd'hui de Marne-la-Vallée, du site de Champs-sur-Marne où certains sont aujourd'hui, eh bien, elle va passer d'une usine de compostage qui était une des premières construites hein, dans les années 60, en 20 ans après, une très importante usine d'incinération connectée à la ville nouvelle qui est créée et qui lui pourvoit de l'énergie. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour les deux autres objets que j'ai étudiés, donc, que sont les eaux usées et les matières de vidange, dont j'ai aussi étudié la fin de leur recyclage agricole. Pour les eaux usées, donc, qui sont créées avec le développement du réseau de tout à l'égout à Paris à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc, c'est un système qu'à partir du moment où on met en place les égouts à Paris, on met en place leur recyclage agricole des eaux usées. C'est-à-dire on crée cette grande infrastructure-là qui part de Paris et qui arrive d'abord à la plaine de Gennevilliers,
Et puis plus loin, dans la boucle de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, sur les terrains à Achères, et puis un peu plus haut, donc là il y a un domaine municipal de Méry-Pierre-Laye, puis après il y a une autre boucle qui est celle de Carrière-Triel, et enfin l'idée était de prolonger ça jusqu'au Mureau, avec des nouveaux terrains qui avaient été achetés là par la ville de Paris avant la Première Guerre mondiale. Et voilà, l'idée est d'utiliser les eaux usées pour fertiliser des champs. Et donc, c'est ce système-là qui a été mis en place à la fin du 19e siècle et qui a perduré tout au long du 20e siècle. Et donc là, c'est une photo aérienne qui montre les champs on voit la forêt de Saint-Germain-en-Laye au fond, la ville de Achères, et puis devant les plaines d'épandage qui sont en bordure de Seine. Alors, c'est un important. Pardon? C'est un important réseau technique puisqu'il y a une énorme. Donc tous les champs sont couverts de canalisations qui permettent d'irriguer les terrains et donc de les fertiliser. Au cours des années 50, c'est un domaine qui a encore très peu été rongé par l'urbanisation et donc qui est fonctionnel. Et puis bon, voilà. Donc là, il y a quelques illustrations qui montrent la vie agricole qui se tient encore là. Il y a le discours vis-à-vis autour de ces champs-là, au cours des années 40, 50, 60, il est encore très amélioratif de la part d'ingénieurs agronomes, de la part d'ingénieurs de la ville de Paris, euh, euh, et puis d'édiles politiques aussi. Donc là, j'ai mis un aperçu de ce que l'on peut dire de ces champs-là. Et puis, là, il n'y a pas de regain sur le plan technique. On ne va pas réinventer la chose qui est mise en place. Elle est plutôt performante. Mais par contre, il va y avoir beaucoup de problèmes qui vont apparaître. Le premier, c'est le fait qu'on est encore dans une région très proche de Paris. Et l'urbanisation va petit à petit grignoter ces terrains. Alors, la boucle de Gennevilliers va devenir totalement industrielle avec un projet, d'une part, il y a Gennevilliers qui s'industrialise avec des usines qui sont mises en place là dans l'entre-deux-guerres. Et puis, il y a un programme de faire le grand port fluvial et maritime actuel de Gennevilliers qui se déploie au cours de l'entre-deux-guerres et puis va s'exacerber ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une urbanisation planifiée à l'échelle de la région à partir des années 60 avec la planification des villes nouvelles et tout ça. Là, on est proche de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Et entre Paris et Cergy-Pontoise, eh bien, les aménageurs de l'époque, des années 60, vont planifier des zones industrielles, des zones de logement, des zones commerciales et sacrifier les terrains agricoles qui existent là. Et puis, il y a une urbanisation, entre guillemets, naturelle, qui est celle qui se déploie autour des villages, via la banlieue pavillonnaire enfin, des petits pavillons qui se construisent ici et là. Donc, en fait, là, vous avez des cartes en jaune et en rouge, c'est le village de Pierrelet qui était censé être circonscrit dans ces limites-là. Et puis petit à petit, tout ce qui est en rouge autour, c'est l'urbanisation au cours des années 50 qui va se déployer de manière, donc c'est l'urbanisation pavillonnaire, voire aussi certains grands ensembles qui vont être construits en dehors de cette zone de protection et qui vont rogner petit à petit les champs. Après, une autre manière de voir les champs disparaître, c'est que par l'urbanisation de la région parisienne, cette urbanisation va nécessiter énormément de matière pour faire de la construction. Et donc, la matière, une des matières très importantes à partir de ces années, c'est le béton. Et pour faire du béton, il faut du sable. Et il se trouve que tous ces terrains agricoles sont en bordure de la Seine et donc, en fait, sont des terrains alluviaux qui ont accumulé au cours des siècles et des siècles et des siècles de grandes quantités de sable. Et donc, il se trouve que ce sont des gisements merveilleux de sable en dessous de la fine couche de terre qui était cultivée. Et donc, on va voir à partir des années 60 ces terrains assaillis par les sabliers qui vont petit à petit en prendre le contrôle et voilà, les exploiter. Donc là, c'est une autre manière de voir l'agriculture se retirer. Et puis, il y a aussi le développement de la station actuelle d'épuration de la région parisienne, qui est des plus grandes du monde, et qui va elle-même ronger les terrains d'épandage qui avaient été aménagés par la ville de Paris un peu avant. Ah, il y a un autre souci qui est la question sanitaire qui va s'exacerber enfin, voilà, autour des champs d'épandage.
avec toujours les mêmes craintes qui ont pu de temps en temps, mais alors à de courts moments, s'avérer réelles, c'est-à-dire des épidémies de fièvre typhoïde qui ont pu avoir lieu, mais c'était plutôt rare. Le problème, c'est que dans les années 60, il y a deux petites épidémies qui vont se déployer là, et à cette époque-là, elles sont plus du tout acceptées et vont faire de grands scandales, bon, à l'échelle locale, hein. Et puis après, surtout, il y a le fait que les eaux d'égout vont se retrouver de plus en plus dégradées par des tas de... Enfin, c'est un peu comme l'équivalent de plastique pour les ordures ménagères. Avec l'industrialisation, on va avoir des eaux usées qui vont être de plus en plus chargées de détergents. Et puis, en région parisienne, qui est une région assez industrielle, eh bien, on va avoir des tas de résidus d'hydrocarbures issus des usines, voilà, ou de métaux lourds qui vont se retrouver dans les eaux usées et qui vont dégrader très fortement les eaux d'égout et derrière ben, les champs, et avec la crainte que tout ça se transmette via la production alimentaire que l'on en tire. Et donc ça, c'est ce qui va condamner, in fine, cette technique-là. Voilà. Voilà pour les donc enfin, je pourrais rentrer encore plus dans le détail, mais voilà globalement pour les, eaux usées. Et enfin, pour finir, la dernière chose, c'est, les matières de vidange. Donc les matières de vidange, je l'ai dit, très vite fait tout à l'heure, c'est ce qui a préexisté, au réseau d'égouts. Il faut savoir qu'avant, et ben, dans les immeubles ou dans les habitations, on n'avait pas d'égouts, et donc l'essentiel des matières, excrémentielles qui étaient produites étaient recueillies, dans les caves ou bien dans les jardins, dans des fosses, qui étaient aménagées, en dessous des maisons ou à côté. Et et voilà. Et il se trouve que voilà, les réseaux d'égouts, ils sont mis en place à Paris, progressivement à partir de la fin du 19e siècle, mais le temps qu'ils couvrent l'entièreté de l'agglomération, du cœur de Paris, puis de sa banlieue, puis des villes secondaires et des campagnes, il faut énormément de temps. En fait, ça a duré un siècle à peu près pour que les réseaux couvrent l'essentiel de l'agglomération. Et donc, en creux de ces réseaux d'égouts, eh bien, les anciennes techniques d'assainissement et donc ces fosses où on recueille les matières de vidange, perdurent assez longtemps. Et donc, moi, j'ai enquêté justement sur ces techniques qui restaient en usage à côté ou dans l'ombre du réseau d'égouts. Et donc ça, c'est les volumes, par exemple, de matière de vidange qui étaient recueillis dans les années 60 encore en région parisienne. Donc il y en a encore beaucoup dans la banlieue proche de Paris, dans la banlieue nord, et puis dans toutes les villes secondaires de la région. C'est des volumes assez importants, hein. À l'époque, là, on tourne encore autour de 600 000 mètres cubes de volume, enfin de matière de vidange qui étaient recueillis. Il y a une vingtaine d'entreprises qui œuvrent à ça, des entreprises plus ou moins importantes. Et ce que l'on fait avec ces matières, c'est qu'on les recycle elles aussi au champ. Alors, soit de manière comment dire, très simple, c'est-à-dire qu'on recueille et puis on épand. On recueille, on met dans des dépotoirs et puis des dépotoirs, on utilise ça comme engrais. Alors, une des choses originales qui avait été mise en place en banlieue nord de l'agglomération parisienne, c'est ce que j'ai appelé la transmutation florale des excréments. C'est-à-dire à Gonesse, il y avait des entrepreneurs qui faisaient... Pardon, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Il y avait donc des entrepreneurs qui étaient des entrepreneurs vidangeurs agriculteurs qui vidangeaient les fosses d'aisance de la banlieue nord de Paris et à Gonesse fertilisaient leur terrain pour reproduire des tulipes. Alors ils ont mis ça en place à la fin des années 20, au début des années 30. Et c'est une entreprise qui a perduré jusqu'au début des années 70 avant de se délocaliser en Bretagne. Mais elle a fait ce recyclage-là pendant ces 50 années. Comme pour les ordures ménagères, la Seconde Guerre mondiale va être un stimulant pour le recyclage agricole et puis pour la production d'engrais un peu originaux, des succès d'années d'engrais artificiels. Donc, avec les ordures ménagères, donc on va développer les procédés de compostage artificiel et puis avec les matières de vidange, on va inventer le fumier artificiel. En gros, on fait fermenter des pailles avec des matières de vidange, quoi. Donc ça, c'est des procédés techniques qui vont être inventés en France et qui vont être mis en œuvre par certains entrepreneurs.
en région parisienne au cours des années 40 et 50. Et puis, il y a la grande entreprise qui gère encore ces matières-là dans la région parisienne, c'est la Société d'assainissement de la région parisienne, la SARP. C'est une usine non, une entreprise qui existe toujours aujourd'hui, qui est une filiale de Veolia, et qui, à l'époque, recueille les matières de vidange de l'ensemble de la région. Et elle repose, elle fait ça notamment avec une flotte de péniches elle a une douzaine de péniches qui parcourent l'ensemble des rivières de l'agglomération et rapportent les matières de vidange euh, auprès enfin, à l'usine de cette entreprise qui est située à Saint-Denis. Donc en fait, les péniches arrivent là au bord de la Seine. Donc là, on est de l'autre côté de la boucle de Gennevilliers. Et il y a une canalisation qui relie la Seine à cette usine qui est située au cœur de Gennevilliers, enfin à la frontière entre Pierrefitte sur Seine et Saint-Denis. En fait, elle est située exactement au niveau de l'actuel site des Archives nationales et de la faculté de Saint-Denis. Et c'est une usine donc, qui produisait de la poudrette. Donc la poudrette, c'était de manière assez simple, c'est des matières excrémentielles séchées qui sont ensuite utilisées comme engrais comme ça. Ou bien, ce qu'elle a fait aussi pendant longtemps, c'est du sulfate d'ammonium, donc via de la distillation des matières de vidange. Et de cette usine, en fait, j'en ai fait un peu la fin de l'histoire, comment elle a survécu au cours du XXe siècle, et elle a perduré jusqu'en 1975. Et donc là, comme pour les ordures ménagères et comme pour les eaux usées, un principal problème de ces infrastructures-là, c'est que elles ont été confrontées encore une fois à l'urbanisation. Donc là, on a l'usine à Saint-Denis qui, dans les années 70, se retrouve en face des grandes tours de logements sociaux et de HLM que l'on construit à proximité. Il y a un stade Vélodrome qui avait été construit dans l'entre-deux-guerres. Donc il y a une cité ici, c'est la cité Salvador Allende. Là, il y en a une autre d'un autre côté. Et puis au nord, à Pierrefitte, il y en a encore une troisième. Et donc, en fait, on se retrouve avec une proximité qui est totalement intenable, qui ne pouvait, enfin, voilà, donc des conflits de voisinage très importants. Ça, c'est la même chose à Corbeil-Essonnes, où en fait, on voyait en arrière-fond l'urbanisation qui s'était développée dans les années 20, 30. Donc là, il y avait des fosses d'aisance aussi, donc toute cette région-là, toutes ces maisons n'étaient pas connectées à l'égout, mais par contre, elles reposaient sur le dépotoir qu'on voit au premier plan. Et ce dépotoir au premier plan, eh ben, entre les deux, dans les années 60, on va construire la Cité de l'Ermitage, donc des barres d'immeubles que l'on construit juste avec un vis-à-vis direct sur ce dépotoir-là. Et donc, de même, on imagine les conflits importants qu'il peut y avoir, qui à partir de là, ont pu se déployer. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail et m'arrêter là, mais à partir des années 70, ces anciens modes de recyclage-là vont être l'administration régionale, en lien avec le développement des réseaux de tout à l'égout, et voilà, va chercher à éliminer ces modes de recyclage-là. Et voilà, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, je l'ai dit, mais il va y avoir notamment plusieurs schémas enfin, ce qu'on va faire, c'est ça qu'il faut que je dise, c'est qu'on va, les matières de vidange vont continuer à exister parce que jusqu'à très tard, et même aujourd'hui, elles existent encore via le biais des fosses septiques qui existent encore dans les campagnes. Euh, donc il y a encore des matières qui existent, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va ne plus épandre ces matières dans les champs, ou ne plus les transformer sous forme d'engrais, on va les diriger vers les stations d'épuration. Donc en fait, tout ce qui ne constitue pas le réseau le réseau, tout ce qui n'est pas envoyé directement via un réseau d'égout finit in fine quand même à la même destination que les eaux usées, quoi. C'est-à-dire les stations d'épuration et derrière les rivières. Et enfin voilà, les champs ne sont plus du tout la destination de ces matières-là. Voilà. Et puis, je m'arrête ici, mais voilà, dans la thèse, donc, j'ai étudié comment ont disparu les facteurs qui ont fait que tout ça a disparu. Voilà, je me suis un peu perdu, mais je crois que c'est bon.
Mais en tout cas, vous ne nous avez pas perdus. Et ce qui est clair, c'est qu'il y aura un nouveau chapitre à écrire à une autre histoire des Trente Glorieuses après votre thèse. Ah oui. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite donner la parole à Sabine Bognon, qui a accepté très gentiment, j'ai oublié de la remercier tout à l'heure, d'assurer la modération. Donc, on a un petit peu moins de temps que d'habitude. Donc, Sabine, je vous laisse peut-être poser les premières questions. Et puis ensuite, on va essayer de regrouper les questions des 33 membres qui sont présents ici en un minimum de temps. Sabine? Ouais. Ouais. Alors, très, très rapidement, moi, je voulais ressouligner quand même l'intérêt de la thèse, enfin, du travail de recherche d'Étienne, là, qui renvoie aux limites planétaires discrètes, comme tu l'as présenté, et puis aussi au, et puis aussi à faire l'histoire des choses qui n'ont pas marché, parce que ça, c'est quand même des choses, enfin, en tout cas, que moi, je connais très mal, mais et j'ai l'impression que c'est assez original de faire cette histoire des échecs ou des alternatives qui n'ont pas survécu à un régime dominant qui s'est renforcé. Et l'originalité aussi que je voulais souligner, peut-être en introduction des questions, le temps qu'elles se préparent, après j'en aurai aussi éventuellement, c'est un apport substantiel que tu fais à l'écologie territoriale quand tu relis l'hygiénisme à cette question du traitement des déchets. Je m'explique. Euh, la métaphore du métabolisme territorial, elle va plus loin que juste la circulation de flux en réseau. Elle va aussi, enfin, l'existence des territoires, ce que tu démontres, ce dont j'ai l'impression que c'est le cas, c'est que ce métabolisme, il est aussi sensoriel, c'est-à-dire qu'il renvoie à des odeurs, à des paysages sonores. Il renvoie aussi à de la cohabitation avec d'autres êtres vivants, à l'instar du métabolisme d'un organisme vivant. Donc ça, pour moi, c'est aussi un apport assez important de ton travail, c'est que euh, métabolisme territorial, c'est au-delà de l'analogie. Enfin, il y a des choses qui Ouais. peuvent aller peut-être plus loin que juste cette histoire de flux et de réseau, quoi. S'il y a d'ores et déjà quelques questions, on peut les prendre, et puis sinon, je peux lancer la... Oui, pardon, j'ai été trop long, hein. Passionnant. Pour les questions, peut-être utiliser les réactions, lever la main ou pas. Et sinon, en attendant, je me lance. Moi, je me demandais... Ah, pardon. Ah, voilà, très bien. Donc, c'est la personne qui s'affiche en premier sur mon écran, c'est Pascal Vaillant. Faut mettre Alors, vous votre n'avez micro, pas votre Pascal. micro. Pardon, désolé. Je ne sais pas à quelle date s'arrête la période que tu as étudiée, Étienne, mais je me demandais est-ce qu'on assiste depuis quelques années à une prise de conscience et à des tentatives, des projets pour refermer les cycles, c'est-à-dire créer des circuits plus courts de recyclage et d'échange entre villes et campagnes. Ah oui, moi je me suis arrêté globalement aux années 80-90, donc j'ai pas étudié après. Et donc pour répondre de manière très courte, donc oui, j'ai pas fait la période contemporaine, mais juste j'ai mis un peu en comparaison, par exemple, la dernière usine parisienne qui expédie des ordures ménagères en agriculture en 75 encore, elle ferme en 75, c'est l'usine de Romainville. Et à l'époque, elle envoie encore 60 000 tonnes d'ordures pour fertiliser les champs. Et en fait, quand on met ça en rapport avec les chiffres actuels, à l'échelle de la région, je crois qu'on est, alors il faudrait le vérifier, mais de mémoire, on est à 10 000 tonnes à l'échelle de la région qui sont utilisées comme euh, en biogaz et en compost. Donc en fait, on voit qu'à l'échelle de la région aujourd'hui, on fait 6 fois moins que la dernière usine parisienne des années 70. Donc enfin, voilà, il faut aussi mettre en perspective euh, ce que l'on fait aujourd'hui, qui n'est peu de choses par rapport à ce qu'il y a eu. Et je donne la parole à Félix Lepers aussi. Bonjour, je travaille à la Fédération nationale d'agriculture bio. J'ai eu la chance d'avoir l'information de cette présentation par le Lésu, Marine Legrand. Et je salue Fabien Esculier aussi au passage. J'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup pour ce travail. Euh, Nous, on essaie de redévelopper des filières de compostage de biodéchets pour que ça reparte depuis, disons, le tri à la source qu'on essaie de reproduire aujourd'hui dans les collectivités jusqu'au sol des agriculteurs bio. Donc, on voit toutes les difficultés et tout le chemin à refaire dans le sens inverse. C'est intéressant. Euh, donc, de voir tout ce qui a été défait et tout ce qu'on essaye de refaire. Euh, je m'arrête là simplement pour dire aussi, ça m'intéressait beaucoup ce que vous disiez sur l'introduction des plastiques et comment ça nous a emmené
et comment aujourd'hui c'est une situation qu'on essaye de se désextriquer, quoi, d'une certaine manière. Je me demandais si malgré tout, avant l'apparition du plastique et de cette problématique du plastique qui contamine le déchet organique, il n'y avait pas d'autres problèmes avec les boîtes de conserve, avec les différents métaux qui pouvaient exister malgré tout, et comment les agriculteurs, avant le plastique et aux époques, aux grandes époques de recyclage de la matière organique que vous avez décrit, voyaient ces questions-là de dégradation potentielle de leur sol par les contaminants non désirés apportés par ces matières organiques urbaines? Alors, très bonne question, merci. Alors, il y a un premier truc quand même qui est important pour l'agriculture biologique, c'est que j'ai évoqué là le fait qu'il y a eu un développement important dans les années 60 d'usines de compostage accéléré et tout ça. Ce déploiement-là, il s'appuie beaucoup sur l'émergence de l'agriculture biologique, hein, sur le plan idéologique. Il y a les premiers mouvements qui apparaissent dans les années 30, 40, 50 autour de l'importance de l'humus pour la fertilisation, à l'inverse, donc contre les engrais industriels, chimiques, de synthèse et tout ça. Et donc ça, c'est l'histoire qu'a racontée Céline Pessy et qui est vachement intéressante. Et en fait, moi, j'ai vu une conjonction d'intérêts là autour des débuts de la bio avec les industriels qui ont promu le compostage sur lequel ils se sont appuyés. Donc c'est aussi intéressant. Et après, par rapport à votre question, oui, alors assez tôt, de toute façon, par exemple à Saint-Denis, dans les années 40, l'entrepreneur qui gère ça, il propose à la ville de Saint-Denis de demander à ses habitants de faire une séparation à la source des conserves pour justement permettre, enfin voilà, lui, il peut avoir grâce à ça mieux vendre ses ordures et donc il est content. Donc il y a ça qui est mis en place des fois hein, dans certaines villes de banlieue parisienne. Et sinon, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les ordures, elles sont dépotées auprès des champs. Et là, il y a un tri qui est fait soit sur le quai, avant l'expédition, par les entrepreneurs, ou alors à l'arrivée, par des ouvriers agricoles. Et donc là, pour remettre en place ça, c'est vrai qu'il faut aussi avoir en tête que l'agriculture à l'époque, elle reposait sur beaucoup plus de bras que nous aujourd'hui. Et donc, il y a aussi des ouvriers agricoles, et voilà, et donc les salaires, bon, tout ça sont plus, enfin, il y a une organisation économique qui est totalement différente, hein, et donc qui permet de faire ce travail-là. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, mais c'est un problème qui existe. On se plaint de temps en temps de ferrailles qui blessent les chevaux ou des choses comme ça, mais ça reste limité. Voilà. Et puis, on peut y répondre. Il y avait deux petites questions de précision dans le chat. La première, c'était que deviennent, j'imagine, actuellement les déchets qui sont traités en station d'épuration. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y avait un dispositif de différenciation entre urine et matière fécale dans la collecte dans la période que tu étudies? Alors, vite, je réponds. Les déchets traités par les stations d'épuration, bon, Fabien pourrait mieux répondre que moi, mais il y a donc les eaux plus ou moins épurées sont renvoyées à la rivière, et puis les stations d'épuration produisent des boues qui sont beaucoup moins concentrées en azote que les eaux usées initiales, et puis donc elles ont perdu une partie de leur matière fertilisante. Elles sont aussi très concentrées dans les métaux lourds voilà, et donc une partie de ces boues aujourd'hui sont toujours utilisées, recyclées dans les champs, et puis une autre partie est incinérée, et donc ce qui tend à se développer, c'est plutôt leur incinération, parce que du fait des métaux lourds, on accepte de moins en moins ça en agriculture. Et puis pour la collecte, la différenciation entre urine et fesses, tout est traité, donc les matières de vidange, c'est l'ensemble avec de plus en plus d'eau, ce qui pose problème. Mais ça, c'est une chose originale que j'ai découverte, c'est que dans les années 40, à la suite de la guerre, encore une fois, il y a un ingénieur à Paris qui propose un siège séparateur. Donc, comme les sièges séparateurs actuels qui tendent à se développer, voilà, il y a une invention qui est similaire à ça et qui est proposée pour justement tous les endroits qui sont pas encore couverts par le réseau d'égouts, parce que ça permet de faciliter le recyclage agricole, hein, le compostage des FSS pour la partie solide, et pour les urines, c'est beaucoup plus simple de les utiliser de manière agricole quand elles ne sont pas mélangées. Et donc, il y a quelqu'un qui propose ça et ça ne prend pas, pour le coup.
Comme il ne s'apprend pas en métropole, il va essayer. Alors là, il faudra enquêter. Il y a une thèse à faire, ou du moins peut-être pas une thèse, mais une enquête à faire sur. Il va tenter de développer ça dans les colonies françaises et dans les régions tropicales. Et bah, il faudra enquêter là-dessus, sur comment ça c'est. Voilà, je l'ai pas fait. Merci. On va prendre peut-être les 3 dernières questions, vu l'heure. Donc, Lucille Barbaudy, vous n'avez pas votre micro? Voilà. Ah. Bonjour, moi je suis en master de sport et sciences sociales à Caen et j'avais 2 questions. La première, à l'heure actuelle, concernant les déchets des fosses septiques dans les campagnes, vraiment les campagnes reculées en France, comment sont-ils récupérés et qu'est-ce qu'on en fait? Parce il y a encore des fosses septiques hein, dans des endroits très reculé. On en a encore, donc comment c'est géré? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est tous ces types d'engrais qui ont été faits pendant toutes ces années. Est-ce qu'il y a une étude, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait par rapport à l'impact sur l'alimentation? Parce que voilà, moi, ça m'interroge. Ok. Est-ce que je réponds ou on prend les autres questions? Je Oui, réponds. si tu fais des réponses courtes, on peut faire comme ça. Alors, comment sont gérées les matières des fosses septiques actuelles? Je l'ai un peu dit à la fin, mais comme j'allais vite et que j'ai pas forcément été très précis, c'est là, en fait, aujourd'hui, à 95%, je crois, donc les matières qui sont issues des fosses septiques sont envoyées en station d'épuration. D'accord. On peut encore les utiliser de manière dans les champs, mais c'est très marginal. Il y a, il y a des procédés de compostage, mais je crois que je suis. Alors là, peut-être que je dis une bêtise, mais Fabien aussi doit avoir le chiffre en tête peut-être. Il y avait quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a étudié ça dans le programme Okapi, mais on est autour de ces chiffres-là. La grande majorité est envoyée en station d'épuration. Donc la destination, c'est la même que les eaux usées. Voilà. Et puis pour l'impact de l'utilisation de ces engrais sur alors l'alimentation, que dire? Euh, au niveau, alors justement, tout à l'heure, j'ai dit dans la réponse à Félix, je crois, qu'il y a eu un lien qui a été fait avec l'agriculture biologique. Donc, dans les années 50-60, il y a un lien qui est fait entre les engrais organiques, donc en fait le fumier de cheval, les engrais humains, les ordures ménagères, donc entre la qualité organique des engrais et la qualité sur le plan nutritionnel de l'alimentation que l'on en tire. Et à l'inverse, donc, des engrais chimiques qui sont azote, phosphore, potassium, qui sont assez pauvres voilà, sur la diversité des éléments, et puis voilà, qui poussent très vite à produire de grandes quantités, tout ça, machin, mais de manière un peu déséquilibrée. Et donc, il y a un lien qui est fait entre qualité nutritionnelle et qualité des engrais, et la qualité des engrais, c'est la qualité organique, et voilà. Donc, ça, c'est un lien plutôt positif. Et après, par contre, oui, il y a eu les craintes sur le plan des risques sanitaires. Bon, ils sont anciens, notamment avec les champs d'épandage, les OIV. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a eu assez peu, dans un siècle d'histoire des champs d'épandage, il y a eu assez peu d'épidémies qui se sont déployées grâce à ça. À cause de ça. Il y en a eu, mais ce n'était pas des grands événements. Donc, globalement, ça a fonctionné. Et puis, ce qu'on a surtout mis en place, c'est qu'on a mis des règlements. Notamment, il était interdit sur les champs d'épandage de cultiver des fruits et légumes qui poussaient à ras du sol et qui étaient consommés crus. Alors, c'était des règlements qui n'étaient pas forcément respectés, mais il y avait ce règlement-là. Voilà, et puis c'est des règlements qui se sont aussi imposés pour l'utilisation des matières de vidange via les règlements sanitaires départementaux à partir des années 30. Voilà, je ne sais pas si je pourrais dire d'autres choses, mais là, Juste en complément de ça sur le fonctionnement du lien entre la ville et la campagne, comme ça a déjà été évoqué, il y a une question dans le chat qui poursuit cette réponse-là. C'est à savoir, est-ce que les agriculteurs payaient pour recevoir ces matières-là ou recevaient-ils au contraire de l'argent pour absorber les matières C'est une excellente question. Et donc ça
ça a évolué. Au 19e siècle, donc là, la période que j'ai pas étudiée, mais donc là, c'est ma directrice qui a beaucoup étudié ça, les matières de vidange, notamment, et puis les ordures avaient une très grande valeur, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'autres engrais, ou il y en avait, mais voilà, et donc elles étaient, les agriculteurs payés. Et puis les vidangeurs, eux, gagnaient deux fois, c'est-à-dire ils étaient payés par les habitants pour l'évacuation, pour la récolte des matières, et puis ils étaient payés une seconde fois par les agriculteurs qui leur achetaient ces matières-là. Et l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de la dévalorisation progressive de ces matières qui ne sont pas concurrentielles par rapport aux engrais chimiques, qui, eux, vont être produits de manière de plus en plus moins chère par le fait que le pétrole coûte pas cher ou le gaz coûte pas cher pour les produire. Et puis aussi parce que on exploite les mines du Maroc et puis voilà, et que ça, on ne paye pas très bien. Donc voilà, donc globalement, il y a une dévalorisation par concurrence. Mais ça met du temps à perdre de la valeur. Et au cours des années 60, par exemple, les composts d'ordures, on les vend toujours, mais le prix est très très variable. Et la variabilité du prix montre qu'il y a une crise, quoi. Enfin, que ça fonctionne plus bien, que la chose n'est pas stable du tout. Et pour les eaux usées, il y a une tentative qui est faite après-guerre par la ville de Paris de les vendre aux agriculteurs qui les utilisent dans les zones que j'ai montré, parce que ça, c'est un procédé, effectivement, qu'on a mis en place à la fin du 19e siècle pour le faire accepter aux populations à l'époque. On les donnait, entre guillemets, ces eaux usées. Mais 50 ans après, après la Seconde Guerre mondiale, vu l'importance que ça avait eu pour la période et tout ça, on va essayer de les vendre. Ça va marcher plus ou moins pendant 20 ans. Et après, bon, ça va pas, voilà, la valeur ne va pas se stabiliser. Et voilà. Bon, j'ai à peu près répondu. Merci. On passe la parole à Reinhard Glassel pour une question. Oui, merci. Je vais être très rapide. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant. Ça m'intéresserait beaucoup de lire votre thèse. Une petite remarque ou une remarque qui me semble importante suite à ce que disait Sabine tout à l'heure, que ce n'est pas uniquement une histoire des choses qui ont marché et des choses qui n'ont pas marché, mais il me semble qu'il faudrait faire une espèce de socio-histoire des protagonistes des choses qui ont marché et des choses qui n'ont pas marché. Il y a des promoteurs de ces techniques qui s'appuient sur des réseaux, sur des capitaux, sur voilà. Et ça me paraît. Alors, c'est pas dans cette thèse-là qu'il faudrait faire ça, mais il faudrait que d'autres se saisissent pour mieux comprendre quels étaient ces mécanismes de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Voilà. Eh ben, je vous enverrai ma thèse, mais il y a des éléments là-dessus. Et on Mais passe enfin écrivez-moi si vous voulez, je peux vous mettre mon mail dans le chat. Et on passe finalement la parole à Léon Garex. Oui, merci. Bonjour à tous, bonjour Étienne, bravo. Je suis ravi de t'avoir entendu et d'avoir été un de ceux qui défendait le fait que la ville de Paris accueille ta thèse CIFRE il y a quelques années. Merci à toi. C'est très intéressant. Moi, là où je relis un peu des choses qui étaient des certitudes après t'avoir entendu. Je considère que j'avais un peu tendance rapidement à me dire que l'hygiénisme et la question du métabolisme urbain étaient nécessairement incompatibles et que l'hygiénisme avait un peu déconstruit ça. Et en fait, en t'entendant, je me dis que ma vision était certainement un petit peu erronée et un peu trop caricaturale. Et je comprends de ce que tu racontes. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai entendu et compris tout à l'heure, que les choses étaient plus complexes et que finalement, c'est peut-être plus la complexification des emballages, la crise énergétique, l'impossible cohabitation en ultra proximité entre tous ces sites qui traitaient ces flux et une urbanisation qui les a rattrapés, la dévalorisation des matières dont tu parlais, qui en fait ont rendu impossible le maintien de ce métabolisme, y compris à grande échelle. Mais du coup, donc voilà, moi ça me fait bouger dans ma tête et je voulais t'entendre là-dessus sur finalement
quid du lien entre hygiénisme et respect du métabolisme urbain, quoi. Et finalement, je trouve que c'est presque plutôt intéressant et stimulant de se dire que on peut arriver à conjuguer les deux, quoi. Et y compris, ça fait référence à une question qui vient d'être posée, je crois, de Lucille, qui disait, mais quel est en termes de santé publique, l'usage de tous ces flux-là, est-ce que c'est pas un problème, quoi? Mais voilà, à plus grande échelle, donc voilà, ça a vraiment déconstruit. J'avais un peu schématisé dans ma tête en me disant, bon voilà, période hygiéniste, boum, et ça va venir assécher tout ça, quoi. Et en fait, c'est pas ça, quoi, de ce que j'en comprends. Voilà, je voulais t'entendre par rapport à ça. Et ben, c'est super parce que justement, un de mes buts, c'était justement de faire ce que de créer ce sentiment-là. Donc, ben, bon, et puis j'ai essayé de l'argumenter et je crois que je l'ai bien argumenté parce qu'effectivement, j'avais moi aussi cette idée. Genre, au contraire, je suis parti de cette idée que certes, il y avait eu cette question d'incompatibilité, hygiénisme et recyclage, Hum, mais que c'était vraiment pas la seule du tout, quoi. Et hum, que c'était peut-être qu'un facteur marginal ou s'est développé avec le temps et qui n'est pas du tout le truc structurant, quoi. hum. Et donc, effectivement, il y a tout ce que tu as bien retenu, ou que tu as relevé, que j'ai mis dans la thèse. Et en fait, finalement, qu'est-ce que je peux répondre de plus à cette question? J'avais une idée, mais qui est partie. Mince. Euh, mais oui, ah oui, en plus, un autre point, pardon, mais là, c'est un peu décalé, mais Fabien aussi pourrait en parler, c'est que la question, par exemple, du tout à l'égout n'a pas du tout réglé ou ne fait que déléguer à d'autres territoires la question sanitaire ou la question hygiénique, hein. C'est-à-dire qu'on rejette plus en amont, par exemple, là, la période récente de l'hiver dernier ou du précédent, où il y a eu beaucoup d'épidémies de gastro-entérite et de tout ça, du fait des huîtres et des coquillages qui ont été contaminés avec les fortes pluies, mais en fait fortes pluies qui ont causé le débordement des stations d'épuration et tout ça. En fait, on voit bien qu'avec le système actuel d'assainissement tel qu'on connaît, on ne règle pas tant la question sanitaire. Au contraire, en fait, c'est vrai que le compostage des matières fécales comme des ordures ménagères, du fait de l'élévation des températures, tout ça, enfin, quand on procède de manière plutôt correcte avec ces matières-là, on peut traiter de manière plus hygiénique que l'on le fait aujourd'hui une bonne partie de ces matières-là. Donc, non, il n'y a pas du tout d'incompatibilité. Et voilà. Et d'ailleurs, oui, tiens, Fabien met en lien la thèse de Paul Ligny. Ouais. Ouais, Mais ceci dit, on va être obligé de conclure là. Donc, Félix, si vous voulez prendre la parole, mais très rapidement, parce qu'on a déjà débordé de 10 minutes. Très rapidement, mais juste en tant que praticien au quotidien du sujet, je voulais aller dans votre sens. Aujourd'hui, ça relève quand même du parcours du combattant de faire du compostage à la ferme au regard des réglementations sanitaires. Il y a le biodéchet issu du tri à la source des ménages est considéré comme un sous-produit animal, donc dangereux, et même juste faire du compost suffit pas, il faut un agrément, c'est très très complexe. Et donc on voit que quand même des dizaines d'années d'hygiénisme sont passées par là. Je pense aussi la vache folle, malgré tout, et les oui, différentes épizooties qu'on s'est pris dans les années 90. oui. Ben, c'est très juste, oui. Et puis, c'est pas tant. Il y a aussi finalement un verrou juridique hein, qui s'est mis en place, et réglementaire, hein, et, par crainte, enfin, appuyé sur des craintes hygiénistes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on ne peut pas faire de manière hygiénique avec ces choses. Bien, on va clore ce déjeuner, même si on va rester sur une frustration, je reviens par rapport aux questions et aux échanges extrêmement vifs. Donc ça a été un échange passionnant de bout en bout. C'est une thèse qui va vraiment être importante, hein, c'est clair, on l'a bien vu. Je pense elle va bousculer un certain nombre de lignes disciplinaires. Je parlais de l'histoire, Sabine a parlé de l'urbanisme. C'est clair qu'en fait, toute une série de choses qui sont actuellement écrites et enseignées vont certainement être un petit peu revisitées avec votre thèse et avec sa grille de lecture. Donc, on a hâte d'abord de vous souhaiter une bonne soutenance et puis ensuite, on a hâte de voir tout ça publié et diffusé largement comme ça le mérite. Donc, merci à tous et à toutes de votre présence. Merci des échanges qui étaient extrêmement riches. Donc, de notre côté, en fait, le prochain rendez-vous a lieu le lundi 13 mai. Donc, le groupe VTT, Ville Transport Tourisme Territoire, proposera en fait
déjeuner jeunes chercheurs autour d'une jeune doctorante, Arina Rezanova. Voilà, merci. Je vous souhaite à tous et à tous une belle après-midi. Merci Merci. encore à tout le monde. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.